sont connectés. Il y a quelques particuliers aussi. Voilà. Donc, c'est vrai que l'écran, il n'y a que 10 participants, mais il faut savoir que derrière les 10 participants, il y a des écrans qui sont installés dans des classes entières. Donc, nous avons notamment les lycées Albert Camus à Nîmes et les lycées Hemingway à Nîmes qui voulaient participer au webinaire. Donc, en tout, nous aurons à peu près 150 personnes qui vont nous écouter. Donc, merci beaucoup à vous tous de vous avoir inscrits à ce webinaire, de participer, de montrer votre curiosité aussi pour l'Europe, pour les parcours en Europe possibles, les carrières possibles, etc. Moi-même, c'est Michael Stange, je suis le directeur de la Maison de l'Europe qui a organisé ce webinaire avec nos collègues qui vont se présenter tout à l'heure et surtout avec ma chère collègue Francesca Cini qui fait actuellement un service civique à la Maison de l'Europe et qui était la main forte, la cheville ouvrière derrière tout ce webinaire et qui va prendre aussi la parole tout à l'heure. Alors, il y a quelques règles à respecter pour le webinaire. Vous voyez ça à l'écran. Si vous ne prenez pas la parole, merci de couper les micros. Si vous souhaitez poser des questions, utilisez surtout le chat. On va relever au fur et à mesure vos questions. Il y a aussi les élèves qui ont déjà préparé les questions, qui vont les poser au fur et à mesure. Et puis, s'il y a des passages que vous voulez re-regarder pour préparer peut-être votre future candidature, le webinaire sera enregistré et disponible sur la chaîne YouTube de la Maison de l'Europe à la suite. Voilà, donc mon parcours en Europe, découverte et carrière dans les institutions européennes par des vraies expériences. Alors les vraies expériences, ce sont les gens qui ont vécu l'Europe, qui ont travaillé dans l'Europe, qu'on va vous présenter tout à l'heure. Pourquoi nous avons organisé ce webinaire? Il y a plusieurs raisons. Plus souvent, les élèves que nous rencontrons, les étudiants nous disent voilà, qu'est-ce qu'on fait dans l'Europe, quelles sont les carrières possibles. Donc, on veut répondre à ce besoin d'information. Et puis, il y a une autre raison, nous sommes le 20 mai. Le 20 mai, c'est dans le mois, c'est le joli mois de l'Europe. Le joli mois de l'Europe parce que le 9 mai, c'est la journée de l'Europe, c'est notre fête européenne qui renvoie à la déclaration de Robert Schuman 1950 qui a lancé ce beau projet de travailler ensemble. Donc, c'est la naissance du projet européen le 9 mai 1950. Et autour de ça, en France, le ministère a décidé de créer tout un mois d'événements pour mettre l'Europe en avance. Donc, vous retrouvez tous les événements qui se font autour de l'Europe sur le site de la région Occitanie, le joli mois de l'Europe. Et donc, cet événement en fait partie. Voilà, je ne vais pas prendre plus la parole, je vais tout de suite me diriger vers Francesca pour que tu nous expliques un peu ce qui va se passer aujourd'hui et surtout avec qui. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup de vous être connectés avec nous. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'invités, donc que je souhaite d'ores et déjà remercier, et surtout des différentes villes. Donc, à Marseille, nous avons Monsieur Alain Dumort, qui est chef de la représentation de la Commission européenne, donc à Marseille. À Paris, nous avons Marion Plaza, qui est chargée des communications à la représentation de la Commission, mais cette fois-ci à Paris. Et également Madame Binta Elisabeth Sadji, qui est responsable linguistique à la représentation de la Commission européenne à Paris. Mais également, nous avons Benjamin Dago. Benjamin, tu nous rejoins de Bruxelles. Benjamin est actuellement étudiant en études européennes Master 2 à la Sorbonne Nouvelle à Paris, mais il est aussi stagiaire Livre Bleu, et on verra ce que ça signifie, à la Commission européenne à Bruxelles. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Et je souhaite également remercier les établissements scolaires ici à Nîmes qui ont participé à la construction de ce webinaire, notamment les lycées Albert Camus et les lycées Hemingway. Donc, merci beaucoup pour cette collaboration. Et donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Donc, dans les 10 premières minutes, nous allons voir un peu un aperçu où est-ce qu'on peut travailler pour l'Europe et voir aussi dans quel pays on peut travailler pour l'Europe.
Ensuite, à travers les témoignages de M. Alain Dumort, nous allons voir quelles sont les compétences nécessaires et quel type aussi de parcours existent. Ensuite, ça sera les tours de Marion Plaza, qui est donc chargée des communications, qui nous présentera à la fois son parcours et également les types de postes qui sont possibles et également les concours, donc les démarches, comment est-ce que concrètement on peut faire pour travailler pour l'Europe. Donc, on aura également les témoignages de Benjamin, donc, qui nous expliquera son parcours personnel et professionnel, donc comment est-ce qu'il est arrivé à être stagiaire à la Commission européenne. Et ensuite, Michel, tu l'as rappelé, aujourd'hui, c'est encore les jolis mois de l'Europe, tous les mois de mai, mais il ne faut pas oublier que cette semaine, c'est la Semaine nationale des langues vivantes. Et donc, il y a l'importance des langues qu'on peut voir dans les carrières européennes. Et donc, avec Binta Elisabeth Sadji, nous allons voir l'importance des langues pour envisager une carrière dans les institutions européennes et pas que. Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite un bon webinaire. Donc, n'hésitez pas à utiliser les chats pour vos questions et vos remarques. Et je passe la parole à Michael. Donc, concrètement, Michael, où est-ce qu'on peut travailler pour l'Europe? Et ton audio, Michel, il est coupé. À tout à l'heure. Voilà, juste avant, je voulais m'assurer que vraiment tout le monde est connecté parce qu'il y a toujours des personnes dans la salle d'attente là. En fait, ils entrent et ils ressortent. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous avons des classes de lycée, du lycée Albert Camus. Est-ce que les élèves dans les lycées, est-ce que vous êtes connectés? Je me tourne vers Hemingway. Est-ce que les classes dans le lycée Hemingway, vous êtes connectés? Faites-nous un signe, prenez la parole ou un... Non, je n'entends rien. Je vois qu'ils sont connectés. Peut-être c'est quelques soucis au niveau du microphone, peut-être. Ok. Les classes dans le lycée Albert Camus, est-ce que vous êtes là? Oui. Oui, bon, parfait. Bon, ça me rassure parce que devant un écran, c'est toujours désagréable. On parle à un écran, mais il faut quand même savoir qui se trouve derrière. Bon, bienvenue encore une fois à tout le monde. Donc, on a déjà commencé. Peut-être certains reprennent en route le webinaire, donc mon parcours en Europe. Voilà, donc l'écran est partagé. Alors, juste une seconde. Voilà, je vois les élèves. Je ne vois plus l'écran. L'écran est partagé, Francesca? Oui, normalement, oui. Alors, comment ça se fait que je ne le vois pas? Je vais sortir et les remettre de nouveau. Voilà, parce que normalement, il y a un partage d'écran. Vous devez voir à l'écran une présentation. La première chose qu'on voulait faire avant d'entrer dans les expériences, c'est pour vous dire, mais l'Europe, où est-ce qu'on peut travailler? Quelles sont les institutions? Quels sont les organes? Donc, c'est un peu d'éducation civique aussi sur le fonctionnement de l'Europe. Alors, un chiffre déjà, 43 000 personnes sont employées par les institutions européennes parmi 27 pays. Ça fait partie de votre travail. Histoire géo, je suppose que vous connaissez nos 27 pays membres de l'Union européenne. Alors, on va commencer par la première institution. C'est un peu le moteur. C'est le moteur de l'Union européenne, c'est la Commission européenne. La Commission européenne est divisée en directions générales qui travaillent sur différents thèmes et il y a environ 32 000 personnes qui sont employées par la Commission européenne. La présidente de la Commission européenne est considérée aussi un peu comme la tête forte de l'Union européenne, comme la présidente de l'Union européenne. Actuellement, c'est une Allemande, c'est Ursula von der Leyen. Alors, la Commission européenne se trouve à Bruxelles. Le bâtiment que vous voyez ici à droite se trouve à Bruxelles.
Il y a aussi une représentation à Luxembourg et dans tous les États membres, il y a des délégations, des représentations de la Commission européenne. Donc, si nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir Alain Dumort avec nous, qui est le chef de la représentation de la Commission européenne à Marseille, c'est parce que Marseille est une ville très européenne où se trouve une représentation de la Commission européenne. Et on verra tout à l'heure avec Alain en quoi ce travail consiste concrètement. Quel est le rôle de la Constitution européenne, de la Commission européenne? Comme je disais, c'est un peu le moteur du projet européen. Il a le pouvoir d'initiative, donc ce sont les commissaires européens qui proposent, qui font des propositions pour ensuite faire des directives. Et la Commission européenne veille aussi au respect du droit européen. Voilà. Et donc les sièges se trouvent à Bruxelles. Commission européenne. Ensuite, on passe à la voix du peuple, à la voix des citoyens. Ça, c'est votre institution à tout le monde, c'est le Parlement européen. Au Parlement européen, vous avez les députés européens qui siègent. Pour chaque pays membre, il y a un certain nombre de députés en fonction de la taille du pays et de la démographie. Voilà. À part les députés qui représentent les citoyens du pays, il y a des personnes qui travaillent. Donc là, vous voyez à peu près 7500 personnes y travaillent pour animer justement le siège du Parlement européen. Le Parlement européen, j'aimerais bien vous poser la question, mais bon, puisque c'est webinaire, je vais vous donner la réponse tout de suite. C'est chez vous, c'est à Strasbourg, c'est le siège historique du Parlement européen. Mais entre-temps, il y a aussi des sièges à Bruxelles notamment, parce que Bruxelles est quand même considérée comme la capitale de l'Europe, où beaucoup de députés ont pris aussi un appartement. Donc, il y a aussi une représentation du Parlement européen et le Parlement pour les élections aussi à Bruxelles et aussi au Luxembourg. Donc, comme je disais, le Parlement européen représente les citoyens européens et ils adoptent aussi les actes législatifs. Et il a le dernier mot sur le budget. Ça, c'est très important. Tous les 7 ans, l'Union européenne propose un budget. Et là, justement, en 2021, nous sommes entrés dans la nouvelle période pour les 7 ans. Donc, ils ont adopté le budget fin 2020 pour les 7 ans à venir. Et puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, le programme phare pour la jeunesse, pour l'éducation tout au long de la vie, c'est le programme Erasmus. Et la Commission européenne a proposé, le Parlement européen a adopté une augmentation très, très importante du programme Erasmus. Donc, il y a beaucoup plus de missions, beaucoup plus de mobilité possible dans les 7 ans à venir. Et c'est justement votre avenir. Donc, ça, ce sont des bonnes nouvelles. Ensuite, on passe au Conseil de l'Union européenne. C'est considéré comme le Conseil des ministres. Donc, si l'Union européenne, par exemple, veut travailler sur, prenons l'éducation, ce sont les 27 ministres d'éducation des 27 pays qui se réunissent et qui travaillent ensemble sur les propositions. Le Conseil des ministres, le Conseil de l'Union européenne se trouve surtout à Bruxelles, parfois aussi au Luxembourg. Et en plus, il y a 3500 personnes au secrétariat général. Voilà, on va accélérer un peu. Je vais passer à la prochaine institution, le regroupement des chefs d'État et des chefs de gouvernement. Ça s'appelle le Conseil européen. Et ça, ce sont les fameux sommets européens. Ce sont les chefs d'État, les chefs de gouvernement qui se réunissent plusieurs fois par l'année pour définir les orientations et les priorités politiques générales de l'Union européenne. Donc, quand vous entendez parler des sommets européens, c'est ça, c'est le Conseil européen, ce sont nos chefs d'État qui se réunissent. Voilà. Ça, ce sont les institutions fortes, les institutions très importantes qui se trouvent donc dans plusieurs villes européennes. Et à part ça, il faut ajouter aussi des institutions et des organes qui travaillent sur tout thème différent. Donc l'Union européenne, ce n'est pas que politique, c'est aussi du droit, c'est l'économie, c'est les finances, etc. Et tous ces thèmes sont abordés justement par les organes que vous voyez ici à l'écran. Donc, il y a par exemple la Cour de justice de l'Union européenne qui se trouve au Luxembourg, la Cour des comptes, la Banque centrale européenne
qui veillent à l'euro, qui se trouvent en Allemagne, à Francfort, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. S'il y a un message surtout qu'il faut retenir, l'Europe, ce n'est pas que Bruxelles. L'Europe, c'est un peu dans tous les États de l'Union européenne présente. Voilà, donc ça, c'est le fonctionnement de l'Europe pour faciliter pour les citoyens de se retrouver dans ces jungles de fonctionnement européen. La Commission européenne a créé des centres d'information Europe Direct. Vous voyez ici à l'écran la carte de la France. En France, nous avons la chance d'avoir 47 centres d'information Europe Direct qui sont considérés un peu comme les yeux, la bouche, les oreilles de la Commission européenne sur le territoire. Donc, nous accueillons toutes les personnes qui ont des questions sur l'Europe et on diffuse aussi beaucoup d'informations qui nous proviennent directement de la Commission européenne. Et si vous voyez un petit point vers Nîmes, c'est parce que nous avons la chance d'avoir une Europe Direct à Nîmes qui est donc labellisée à la Maison de l'Europe de Nîmes, c'est chez nous. À part ça, dans les États membres, comme vous voyez à gauche, vous avez aussi les représentations des institutions en France. Donc, il y a deux représentations pour la Commission européenne. Alain va nous expliquer pourquoi et comment. Et vous avez également un bureau de liaison du Parlement européen. Et vous avez, pour être concret, aussi deux, un à Paris, un à Marseille. À part ça, vous avez en France les collectivités territoriales. Donc en France, vous avez les départements, vous avez les régions, vous avez les agglomérations. Et la région d'Occitanie a aussi une représentation à Bruxelles. Voilà. Et pour compléter, dernière chose pour vous, vous avez aussi des maisons de l'Europe. Ce sont que des associations qui promeuvent l'Europe, qui se sont créées pour travailler autour des questions européennes. Il y a actuellement 38 maisons de l'Europe en France. Donc, ça fait beaucoup de structures, beaucoup d'organes qui peuvent vous permettre, après vos études, de commencer votre chemin au sein de l'Europe pour peut-être un jour, pourquoi pas, entrer dans une des institutions européennes. C'est le moment pour revenir à l'écran, pour me diriger vers Alain Dumort. Alain, tu es chef de la représentation de la Commission européenne à Marseille. Merci encore une fois de participer à ce webinaire, 1h30 avec des étudiants, avec des élèves pour expliquer. C'est extraordinaire. Je sais que ton agenda est aussi très, très rempli. Alain, première question que j'aurais envie de poser. Une semaine type chez vous à la représentation de la Commission européenne, est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut dire toutes les semaines, c'est plus ou moins la même chose pour toi? Merci Michael, bonjour à toutes et à tous pendant cette heure qu'on va partager ensemble. Alors non, il n'y a pas de semaine type, tout est variable en fonction notamment de l'actualité. Tu as dit quelque chose de très vrai tout à l'heure sur le fait qu'il y a beaucoup de structures en place un peu partout en Europe et notamment en France. Donc, tu as cité les Europe Direct et effectivement le bureau de la Commission elle-même qui est situé à la fois à Paris et à Marseille. Alors, pourquoi deux? D'abord parce qu'on est un grand pays, c'est le cas dans les autres grands pays comme l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne où il y a plusieurs bureaux. Et puis, en France, c'est particulier parce que effectivement, la capitale évidemment, nécessite une présence particulière, notamment pour les relations avec l'Assemblée nationale, avec le gouvernement, donc à Matignon, avec la présidence à l'Élysée. Et alors en région, parce que effectivement, nous avons la mission de développer des relations avec toutes les collectivités territoriales, à commencer par les régions, mais aussi les départements, voire même l'ensemble des communes, des mairies. Alors ça fait beaucoup de travail. On ne peut pas être partout, hein, bien sûr, mais on travaille énormément avec les associations de collectivités territoriales. Je pense notamment à l'association de maires ou de régions. Alors, pas de semaine type. Par exemple, cette semaine, ça a été particulièrement intense puisque lundi, mardi, on était à Paris et j'y étais personnellement pour
un sommet très important auquel participait notre présidente, que tu as mentionné, hein, Ursula von der Leyen. C'est le sommet Europe-Afrique. Et donc, une partie de mon travail consistait à l'accompagner, à la fois en termes de protocole, mais également de contenu, aller l'accompagner depuis la gare jusqu'à notre bureau de représentation, organiser un briefing sur la situation en France, discuter évidemment des questions du sommet, préparer son discours, l'accompagner et ensuite la ramener à la gare, le tout avec des voitures du protocole, des motards, etc. Donc, c'est très impressionnant. On a côtoyé le président Macron, on a côtoyé le président du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, etc. Donc, vous voyez, c'est du très, très haut niveau. Et puis ce matin, j'étais pendant 4 heures en train de participer à un panel de sélection pour des nouveaux collègues dans les représentations. Je suis maintenant avec vous. Et tout à l'heure, j'ai un autre webinaire qui sera consacré au Pacte vert. Vous voyez, donc c'est très, très, très varié et c'est ça qui fait l'intérêt du travail, avec beaucoup de déplacements quand c'est possible. Donc là, maintenant, ça va recommencer, puisque nous sommes sur le terrain. Donc, notre rôle, c'est également d'incarner l'Europe auprès des élus, auprès des citoyens, notamment à l'occasion de l'inauguration d'un certain nombre de projets européens qui ont bénéficié justement d'un financement de notre part à travers différents fonds. Ça peut être le fonds régional, mais ça peut être aussi le programme Erasmus, hein, que vous connaissez sans doute bien de nom, etc. Donc, on est là pour incarner l'Europe dans le territoire. Et c'est un métier passionnant parce que c'est sa variété, à la fois dans l'espace, puisqu'on voyage beaucoup, et puis la diversité de nos rencontres. Hein. Une fois de plus, on côtoie le président Macron, et puis maintenant, je suis avec vous avec le même grand plaisir, même si je ne vous vois pas. Je vous devine, en tout cas, dans les petites pastilles que je vois sur l'écran. Ça fait partie du travail. Donc, c'est un travail de communication, de relations publiques, c'est un travail de rédaction politique également, hein, puisqu'on est beaucoup dans les contenus, que ce soit dans les problématiques de l'agriculture, des transports, de l'environnement. On est évidemment en veille de tout ce qui se passe sur le terrain, notamment lié malheureusement à la pandémie, hein, que nous subissons tous. Donc, on suit très, très étroitement la situation en France, qu'on relaye évidemment avec la situation européenne, hein, puisque, comme vous le savez, nous, Commission européenne, nous coordonnons notamment l'achat de vaccins. Nous coordonnons également la gestion des frontières, puisque c'est évident que l'Europe est malmenée par les temps qui courent, mais l'Europe en ressort quelque part grandie, parce qu'il est évident qu'aucun pays individuellement ne peut gérer cette crise majeure seul. Ça serait inconcevable que la France fasse cavalier seule, notamment dans la gestion de ses frontières ou dans l'utilisation de ces mesures de précaution sans prendre en compte ce que font ses voisins. Ce serait un chaos total, avec aussi à la clé un programme très important de soutien à l'économie, de soutien au chômage partiel, etc., qui fait la grandeur de l'Europe, hein, finalement, et qui la distingue beaucoup par rapport à nos grands voisins, comme notamment aux États-Unis ou en Chine ou en Inde, où les modalités de soutien sont tout à fait différentes, où même la sécurité sociale n'existe pas dans certains pays. Donc, vous voyez à quel point l'Europe est à la fois forte et fragile, hein, et que c'est un combat permanent pour assurer en fait son rôle. Ouais. Donc là, il y a une coupure, il paraît. Alain, on t'a perdu là. Il y a une coupure d'écran. Ok, donc il faudrait essayer de se reconnecter. Vous voyez qu'il y a même à la Commission européenne des problèmes techniques parfois. Ça peut arriver. Voilà, j'espère qu'Alain va revenir. Donc, il a tout de suite commencé par les grands enjeux, par son travail. Donc, vous voyez les travails très différents d'une semaine à l'autre. C'est beaucoup de travail de représentation. On travaille surtout sur les grands enjeux européens. Ce qu'Alain devrait dire aussi, et j'espère justement qu'il va revenir, c'est concrètement combien de personnes ils sont employés à la représentation.
Je vais peut-être en profiter pour me tourner vers Marion spontanément, si tu permets, parce que Marion et Binta aussi, vous êtes à la représentation de la Commission européenne à Paris, donc pas à Marseille, mais à Paris. À Paris, combien de personnes y travaillent? Alors à Paris, on doit être une trentaine, 30, 35 personnes à travailler. On est répartis en plusieurs secteurs. Alors, on a un secteur politique, donc qui s'occupe de toutes les relations avec les institutions politiques françaises, qui s'occupe de faire les rapports sur la politique en France, des briefings pour les commissaires ou les collègues de Bruxelles qui viennent en visite en France. Donc voilà, ils suivent vraiment tout ce qui se passe dans la politique en France. On a un secteur presse avec donc des attachés de presse qui s'occupent des relations avec les médias, que ce soit télévisés, papier ou même les médias sociaux. On a un secteur communication, partenariat réseau, donc mon secteur, qui s'occupe de la communication auprès du grand public, on appelle ça. Donc tout ce qui n'est pas presse et politique, c'est notre public. Donc, au quotidien, ça va être l'organisation d'événements grand public, la production de matériel, d'outils de communication à destination du grand public, mais aussi toute la gestion du réseau Europe Direct, dont Michel et Francesca font partie. Donc, c'est un réseau de 48 centres Europe Direct, mais aussi des centres de documentation dans les universités et aussi des Team Europe, donc des conférenciers qui sont amenés à participer à des débats sur l'Europe. On a également une antenne traduction, donc incarnée par Binta qui vous présentera tout à l'heure son métier, mais donc voilà, avec tout un volet traduction et interprétation des documents et de valorisation aussi du multilinguisme en France. Et enfin, on a un secteur administratif qui gère tout le côté administratif de nos actions en France. D'accord, 35 personnes à Paris alors. Oui, voilà, c'est à peu près. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est dans cette fourchette-là. Et je ne sais pas si Alain est revenu. Mais à Marseille, donc c'est une plus petite équipe. Donc il y a Alain, le chef de représentation, et qui est accompagné de 5 personnes également dans son équipe. Voilà, donc ils sont 6. Alain, est-ce que tu nous entends? Ah, me revoilà. J'ai été perdu dans le cyberspace. Je ne sais pas si vous m'avez écouté et entendu. Moi, Oui, j'ai continué à parler tout seul. Non. On t'a bien entendu sur les grands enjeux sur lesquels vous travaillez. On a tout entendu, oui, attentivement. Je voudrais, pour que tu nous parles aussi un peu de ton parcours, parce que nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui a passé quand même pas mal d'années au sein des institutions européennes. Et je voudrais pour cela inviter le lycée Camus. Je sais qu'il y a quelques questions. Un bloc 1, première question sur comment est née cette idée de travailler pour l'Europe. Est-ce que les élèves veulent bien poser la question? Alors venez à l'écran. Vous voyez, bonjour. Il faudrait se baisser un tout petit peu. Voilà, bonjour. Voilà, bonjour à tous. Donc, nous sommes la classe de terminale générale d'Albert Camus. Et je voulais poser donc une question qui est quand est née l'idée de travailler pour l'Europe et quels sont les avantages et les inconvénients donc, de travailler pour l'Europe? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, comment est venue l'idée? On ne va pas se mentir, hein, c'est un hasard presque. J'allais dire, c'est presque un accident parce que quand j'avais votre âge, j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà les idées claires. Qui veut être médecin, qui veut être avocat, qui veut être ceci, qui veut être cela. Moi, j'avoue qu'à votre âge, je ne savais pas. Et j'ai fait des études un peu par défaut. Donc, j'ai commencé par faire l'économie. C'était à la fois par défaut et par paresse parce que j'avais en tout cas une facilité qui était les maths.
c'est pas tous les jours comme ça, mais moi, c'était les maths. Et j'ai compris assez vite que l'économie, c'était beaucoup de maths. Et j'ai commencé l'économie de manière assez facile, hein, puisque c'était pendant 2-3 ans des mathématiques. Et j'en ai fait en fait un métier, puisque j'ai commencé à travailler dans le secteur privé, notamment dans le pétrole, puisque j'ai fait des études ensuite en énergie et en pétrole. J'ai travaillé presque 10 ans dans le secteur privé du pétrole. Alors avant, j'ai fait en parallèle, parce que je m'ennuyais un peu en économie quand même, j'ai fait sciences politiques. Et à l'époque, il y avait un moyen de rentrer en deuxième année directement, hein, après le master en économie, ce que j'ai fait. Et ça, c'était quand même une bonne idée parce que ça m'a ouvert un peu l'esprit et l'ouverture sur beaucoup de choses. Alors, à force de travailler dans le secteur privé, le pétrole, etc., c'était très bien parce que à 25 ans, j'étais déjà dans des pays assez rigolos comme l'Arabie Saoudite, le Nigeria, le Venezuela. C'était très confortable, hein, je vous avoue. Donc, il y avait un attrait financier aussi. Mais j'étais très frustré à la fin de ma vingtaine d'années en me disant, bon, j'ai pas envie de faire ça tous les jours, sachant que travailler au Nigeria, c'était dans le pétrole, hein, notamment, c'était quelque part vivre dans un ghetto à Lagos, hein, la capitale, où finalement vous sortez quasiment avec un gilet pare-balles. Je me suis dit, c'est pas la vie que j'ai envie de mener. J'ai compris que les compagnies pétrolières, comme toute compagnie privée qui se respecte, hein, étaient là pour faire du profit, ce qui est normal, c'est leur métier. Mais il y avait un problème que j'avais très vite, c'était le respect de l'environnement et le respect des droits sociaux, notamment dans des pays qui sont quand même des dictatures comme l'Arabie Saoudite ou le Venezuela ou évidemment le Nigeria. Et j'ai décidé de démissionner et j'ai travaillé pour Greenpeace. Vous voyez, j'ai fait un virage à 180 degrés. J'ai travaillé à Amsterdam, tout en continuant à travailler dans le domaine de l'énergie, puisque on avait développé une société et on avait des contrats, figurez-vous, avec les Nations Unies et la Commission européenne. Et c'est là que j'en viens, parce que effectivement, j'ai trouvé dans les Nations Unies et la Commission européenne ce qui me manquait dans le secteur privé, à savoir une dimension géopolitique. On parle toujours de la même chose, hein. Moi, c'était le pétrole, l'énergie, les marchés, etc. Et donc, en travaillant avec les Nations Unies, c'était à Bangkok, et avec des contrats avec la Commission européenne, qui était l'analyse des marchés pétroliers, je suis rentré dans un tout nouveau domaine qui m'a vraiment intéressé. Donc, en partant, vous voyez, de quelque chose qui était très pointu, j'ai élargi progressivement mon champ, et j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai décidé de passer le concours. Alors, c'était un concours d'économistes. Il y a quelques années, donc, hein, parce que je suis plus tout jeune. Et là, je vais vous mettre à l'aise. Le concours, je l'ai raté. Je l'ai raté une première fois, même si j'étais pas très convaincu que j'allais le réussir. Mais enfin, je l'ai raté de peu. Et vous savez en quoi je l'ai raté? Et ça fera plaisir à Benetta. Je l'ai raté à cause des langues. Parce que mon anglais, malgré le fait que je travaillais en américain, en anglais, dans ce domaine-là, il n'était pas suffisamment bon. Donc, je suis arrivé à l'oral, parce que j'ai dû faire une bonne impression à l'écrit, mais à l'oral, ça n'a pas passé, parce que j'ai été interviewé par un panel qui était évidemment exclusivement anglophone, et le président, il était irlandais. Et figurez-vous que je ne comprenais rien de ce qu'il me disait à cause d'avoir de la vitesse, et pourtant je suis marseillais, donc on a l'habitude de parler vite. La vitesse, les mots et l'accent irlandais, je ne comprenais pas. Donc, j'ai été éliminé et ça m'a un peu vexé parce que je pensais que bon, l'anglais que je parlais était suffisant. Ben oui, il était suffisant dans le domaine qui était le mien, donc l'énergie, etc., mais pas suffisamment bon pour rentrer dans les institutions. Je ne me suis pas découragé, au contraire, puisqu'il y a eu un autre concours. Donc là, il faut attendre que les concours soient publiés. Hein. Vous ne vous présentez pas comme ça. Ce n'est pas comme le bac chaque année où vous le repassez. Je pense que c'était 2 ans après. Un concours s'est présenté. Et entre-temps, moi, je suis retourné travailler dans le privé parce qu'il fallait effectivement
pour des raisons alimentaires, tout simplement, continuer à travailler comme ça. Mais on avait créé une société avec mes collègues, notamment du CNRS, qui travaillaient à la fois pour des compagnies pétrolières, ça c'était pour l'argent, mais aussi pour des organisations, des ONG comme Greenpeace. Et on travaillait bénévolement, bien sûr, pour Greenpeace, à une époque, notamment à la fin des années 80, qui était en fait l'interface entre l'énergie et l'environnement. On avait bien compris qu'il y avait un vrai problème au niveau de la gestion des ressources. Ce n'était pas tellement l'épuisement des ressources tel qu'on l'avait prévu dans les années 70, mais c'était surtout l'étouffement de la planète avec une surconsommation de l'énergie qui se traduisait par des pollutions absolument inadmissibles et le réchauffement climatique, dont maintenant est une évidence, mais ce n'était pas du tout dans les années 90, voire 2000, où personne n'y croyait vraiment. Et on mettait d'abord la croissance en avant tout. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai passé pour la deuxième fois le concours. J'ai passé l'écrit, je suis arrivé à l'oral et j'ai réussi l'oral parce que j'ai fait un cours intensif d'anglais, parce que l'anglais est évident, et il fallait aussi une troisième langue, et moi c'était l'allemand. Et là j'avais un peu des facilités parce que j'ai été marié avec une Allemande. Bon, voilà. Donc ça c'est un conseil que je peux vous donner. Si vous voulez apprendre l'anglais correctement, il faut prendre des cours, bien sûr, mais avoir un petit ami ou une petite amie anglophone, ça aide aussi beaucoup. Pareil, évidemment, pour une petite amie ou un petit ami italien ou espagnol ou allemand, je crois que c'est fondamental, à la fois pour s'ouvrir à d'autres cultures, mais aussi pour apprendre les langues. Voilà. Alain, alors, du ein bisschen Deutsch? Ein bisschen, ja. Oh, super, ok. Mein Deutsch jetzt ist miserable. Ich habe ein bisschen vergessen. Ok. Alain, voilà, mais donc les langues, c'est absolument indispensable parce que ça peut être une barrière, tout simplement, même si on peut se considérer comme plutôt à l'aise et doué dans une matière. Pour moi, c'était plutôt l'économie, puisqu'on avait une spécialité qui était quand même assez rare. Et bien, ça suffit pas. Donc, la polyvalence est important. Donc, je ne peux que vous encourager, en tout cas, d'abord avoir une spécialité, c'est important, quelle qu'elle soit. Et moi, j'ai une grande fierté personnelle. Par exemple, j'ai un de mes fils qui a fait l'école hôtelière. Et l'école hôtelière, c'est à la fois une attitude, une aptitude, mais c'est aussi des langues. Et là, si vous ne maîtrisez pas 2-3 langues, c'est pas la peine d'aller dans ce métier-là. C'est une relation avec le client, avec l'audience, etc. C'est de la communication, de la relation publique. Et c'est exactement la même chose que l'on fait d'une certaine manière. Moi, je me considère par moment comme un majordome. Quand j'accompagne la présidente de la Commission européenne, on n'est pas là pour discuter du contenu, on n'est pas les spécialistes de tel ou tel dossier, mais on est là pour l'accompagnement. La présentation est très importante et puis évidemment, la capacité d'expression écrite et orale, et ce, dans plusieurs langues, puisque notre présidente, certes, parle très bien français, mais elle s'exprime avec nous en anglais. Donc, il faut être aussi au niveau. Voilà. Alain, très brièvement, peut-être sur le deuxième élément, les avantages, les inconvénients, est-ce qu'il y en a? Comment tu pourrais les résumer? Alors, parmi les avantages, je vais être direct, le salaire est très intéressant. C'est un salaire intéressant qui permet quand même d'acquérir un niveau qui est supérieur au niveau des salaires moyens qu'il peut y avoir en France. Je vais vous donner l'exemple. Moi, j'étais professeur agrégé. Je gagne à peu près le double maintenant que si j'étais resté professeur agrégé, ce qui est tout à fait considérable. Donc ça, c'est un avantage. On a, du point de vue des avantages, également une assurance médicale qui est très intéressante. On a un plan de retraite, même si à 20 ans, on n'y pense pas, mais qui est quand même très avantageux par rapport à beaucoup d'autres plans de retraite, etc. Alors, ceci à part, parce qu'effectivement, l'aspect matériel est important, mais ce n'est pas décisif pour moi. Ce qui est très intéressant, c'est la possibilité de changer de métier au cours de cette carrière. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille à la commission et franchement, j'ai dû changer 4 ou 5 fois de métier. Le dernier métier que j'ai, c'est celui que j'ai actuellement, une forme d'ambassadeur sur le terrain auquel je n'étais pas préparé, une fois de plus. Ça fait 5 ans que je le suis, donc mon mandat s'arrête puisque c'est un mandat de 5 ans. Je vais retourner au siège. J'ai été précédemment responsable d'un studio, donc j'étais
responsable de l'agence presse en fait de l'Union européenne, où on gérait des satellites, des studios télévisés, des relations avec les médias. Ça n'a rien à voir non plus. J'ai été responsable du programme Média, qui reste toujours en charge de subventionner la production et la distribution de films en Europe. C'est un métier complètement différent. Et ça, c'est formidable dans une carrière, parce que si j'étais resté professeur ou chercheur, ce qui est évidemment un métier passionnant également, mais une fois que vous êtes professeur, c'est très difficile de changer radicalement. Vous êtes professeur d'économie, vous n'allez pas devenir professeur d'astrophysique du jour au lendemain, ou changer, ou alors vous faites un break total dans votre carrière. Mais à la Commission européenne, c'est possible et c'est même presque obligatoire. Lorsque vous avez un poste de responsabilité, vous devez absolument changer tous les 3 à 5 ans. Vous n'avez pas le choix. Donc, quelque part, ça vous pousse à la mobilité, à la fois en termes de carrière, mais aussi en termes géographiques. La preuve, c'est que je suis retourné en France, mais j'aurais pu très bien aller dans une délégation en dehors de l'Union, puisque nous avons également des bureaux. Par exemple, moi, j'ai de la famille au Liban, ça aurait pu être une possibilité pour moi. Je ne l'ai pas fait pour des raisons diverses, notamment familiales, mais j'aurais pu très bien aller à la délégation de Beyrouth, notamment par les temps qui courent, pour devenir chef notamment du programme coopération sur la reconstruction de Beyrouth ou l'aide humanitaire dans un certain nombre de cas. Parfait. Voilà, donc double mobilité à la fois de carrière, mais aussi géographique. Si vous aimez le changement, venez à la Commission européenne. Je pense que tu as très bien résumé les avantages et les inconvénients à la fois. Donc aussi beaucoup de flexibilité. Voilà. Merci beaucoup pour cette première partie. Justement, j'aimerais me retourner vers Francesca et Marion pour savoir comment faire justement, comment y entrer. Je te laisse la parole, Francesca. Oui, pour introduire cette nouvelle partie, on peut prendre 2 questions. Donc, une, c'est préparée par le lycée Albert Camus, s'il y a quelqu'un qui veut poser la question concernant les études. Et l'autre, c'est du lycée Hemingway. Donc, je vois que le lycée, peut-être Albert Camus, ça peut poser des problèmes. Donc, Marion, je t'ai transmis les questions moi-même. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a des études qui sont disons, plus en lien avec une carrière dans les institutions européennes, donc du point de vue universitaire. Mais si on retourne au lycée, est-ce que tu penses qu'il y a des spécialités que les élèves peuvent choisir pour s'orienter dans une carrière dans les institutions européennes? Et aussi, comment est-ce que tu as fait pour arriver à être chargée des communications? Voilà, je te laisse la parole. Marion, elle est chargée des communications à la représentation de la Commission européenne à Paris. Merci Francesca et bonjour à tous, enfin rebonjour à tous. Je suis ravie de participer à ce webinaire et très contente de voir qu'il y a des questions et de l'intérêt pour les carrières européennes. Alors comme l'a dit Alain, je pense qu'il n'y a pas de parcours type pour entrer dans les institutions. Comme il l'a dit, il y a toutes sortes de métiers dans les institutions. Ça va passer de l'économiste à l'analyste politique. Mais ça peut être aussi donc, des métiers dans la communication comme le mien, ça va être de la traduction, des scientifiques, il y a beaucoup de centres de recherche européens, ça va être aussi de l'informatique ou même des métiers d'assistanat ou de secrétariat, de direction par exemple. Donc, c'est vraiment tout un panel de métiers qui ont leur propre formation, qui sont déjà existantes. Mais si je dois vous donner des idées, nous, ce qu'on a à la représentation comme profil plutôt classique, je dirais, ce sont des profils de personnes qui ont plutôt fait des sciences politiques, du droit, des juristes, on a, mais pas que. Hein, en réalité, on a vraiment à la représentation un travail qui est beaucoup d'analyse politique. Donc c'est aussi pour ça qu'on a ce type de métier. Mais voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de formation qui vous donnera tout de suite un métier européen. Il faut, je pense, déjà avant tout savoir un petit peu vers quoi on veut se diriger, si on veut plus faire de la recherche scientifique, si on veut plutôt faire de l'économie. Enfin, je pense qu'après ça, c'est aussi des préférences assez personnelles.
Sur les spécialités à prendre quand on est au lycée. Alors moi, j'ai fait un bac économique et social, donc avec un accent assez dirigé vers toutes les matières. Moi, j'aimais beaucoup l'économie, les sciences politiques. Les langues sont très importantes. Alain l'a dit, mais je le rappelle, si on veut travailler dans le milieu européen, il faut parler au moins l'anglais et au moins deux langues de travail dans les institutions européennes, hein. Pour rappel, il y en a 24, donc vous avez du choix dans les langues, même si en réalité l'anglais est la plus importante. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est les langues. L'histoire, c'est aussi intéressant. C'est vrai que c'est toujours utile de se rappeler de la construction européenne et de savoir pourquoi ça existe aujourd'hui et comprendre aussi les enjeux de demain. Je pense que l'histoire est très importante, mais aussi avoir un intérêt pour l'actualité. Je pense que c'est aussi une clé importante. Est-ce que c'est assez précis? C'était la réponse à la question du lycée Hemingway, la deuxième partie. Est-ce que les lycées Hemingway peut nous confirmer que c'était bien une réponse complète? Et je ne sais pas s'il y a du point de vue du micro, si ça marche. Voilà. Est-ce que c'était bien la réponse que vous cherchez? Est-ce que la réponse a été parfaite? C'était parfait, merci. D'accord. On aurait une autre question. Celle-ci? Oui. Quelles sont les principales compétences qu'il faut acquérir afin d'aller travailler à l'étranger, s'il vous plaît? Alors, les principales compétences pour travailler à l'étranger, alors tout dépend du métier que vous voulez faire à l'étranger, hein. Donc, il y a à la fois des compétences de spécialisation. Si vous allez travailler à l'étranger pour faire de l'économie, évidemment, il faudra des compétences en économie. Mais dans les compétences plus générales, donc évidemment les langues, ça c'est indispensable pour se comprendre dans le cadre de votre métier, mais aussi la communication, le bon contact, s'adapter à la culture du métier du pays dans lequel vous allez. C'est vrai que en France, on ne travaille pas de la même manière que dans la culture allemande, par exemple. On ne travaille pas pareil. Enfin voilà, c'est une culture de travail qui est différente en fonction des pays dans lesquels on est amené à travailler. Mais voilà, ça s'apprend. Ce qui est important, ce qui permet aussi de l'apprendre, c'est justement de voyager, de faire des mobilités pendant vos études, par exemple avec le programme Erasmus, qui permet d'avoir un premier pas dans les pays et de connaître leur culture et leur culture de travail. Donc, je pense que ça, c'est assez indispensable, effectivement. Merci beaucoup, Marion. Et alors, toi, personnellement, comment est-ce que tu as fait pour arriver à être chargée des communications? Ouais, alors moi, donc comme je vous disais, j'ai eu un bac économique et social. Donc à l'époque, c'était un des 3 bacs généralistes. Et ensuite, alors comme Alain, moi je savais pas trop quoi faire comme étude, enfin comme métier. C'est vrai que je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc j'ai fait du droit à l'université d'Amiens. L'université de Picardie. Donc j'ai fait une licence de droit public et ma 3e année, je l'ai fait en Erasmus. Donc j'ai fait une mobilité européenne à Madrid en Espagne pendant 1 an. Donc pour faire ma 3e année. Et donc cette année-là a été vraiment charnière dans ma carrière, puisque en fait, je me suis intéressée au droit international, au droit européen, aux politiques internationales et européennes. Enfin, j'ai vraiment eu un goût pour les relations internationales. Et donc, forte de cette année qui était à la fois riche dans mes études, mais aussi personnellement, hein, puisque c'est vrai qu'une année à l'étranger, on rencontre des gens du monde entier, de l'Europe. On se fait des amis partout dans le monde, des amis que encore aujourd'hui, on est encore très proches. Donc c'est à la fois riche personnellement, mais aussi
ça a été très riche dans mes études. Donc, moi, j'adorais donc les relations internationales. Donc, je me suis dit, je vais faire un master dans ce milieu-là. Donc, j'ai fait donc un master de droit international et européen à Aix-en-Provence, donc à l'université d'Aix-Marseille, qui avait un bon master international et aussi avec un volet droit humanitaire qui m'intéressait beaucoup aussi. Pendant ces 2 années de master, j'ai fait beaucoup de stages. Alors ça, les stages, c'est hyper important. Ça, si je peux vous conseiller une chose, c'est de faire des stages pendant vos études parce que ça vous permet de faire le tri entre ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, de faire des contacts, d'avoir de l'expérience, de mettre en pratique ce que vous avez appris en théorie. Et c'est vraiment quelque chose, enfin, je vous encourage vraiment à faire des stages, même dès votre première année d'études, même dans des domaines qui vous paraissent pas forcément intéressants, même si c'est 1 mois ou 3 semaines. Allez-y, c'est vraiment très enrichissant. Donc, j'ai fait un premier stage à Bruxelles. Donc, c'est ma 2e mobilité Erasmus. J'ai fait une mobilité pour mes études et une mobilité pour mon stage auprès d'une région française qui faisait du lobbying auprès des institutions européennes. Donc, du lobbying, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est de l'influence. En fait, on va vendre les intérêts de la région auprès des institutions européennes pour mettre en place certaines politiques, avoir des financements, des choses comme ça. Donc, j'ai fait 6 mois à Bruxelles. Ensuite, je suis revenue à Paris. Et là, j'ai fait 6 mois dans le privé, dans le groupe Orange, donc le groupe des téléphones, de la télécommunication, donc dans son secteur des affaires publiques. Donc là, c'était un petit peu le même métier que je faisais à Bruxelles, donc un peu du lobbying, mais à l'échelle française, donc plutôt auprès des institutions nationales. Donc, c'est une expérience aussi très intéressante de travailler dans le privé, je n'avais jamais fait. Je me suis un petit peu plus spécialisée dans le domaine de la télécommunication, du numérique, des nouvelles technologies. Donc, c'est un sujet que je trouve personnellement très intéressant. À l'issue de ce stage, j'ai quand même souhaité poursuivre. Et moi, j'avais vraiment très envie de travailler dans les institutions européennes. Donc, je n'ai pas perdu espoir et j'ai postulé pour faire un autre stage. Mais alors, cette fois-ci, c'était un peu plus compliqué parce que c'était un stage atypique. Donc, c'était un stage de 2 mois qui était non rémunéré à Paris auprès de la représentation de la Commission européenne. Ça s'est super bien passé, donc au secteur communication. Donc là, un petit peu un changement dans mes missions. Là, je faisais vraiment de la communication pure. On organisait des événements, je faisais de la conception d'expositions, je faisais de la rédaction de la rédaction web, de la création de contenu web. Et ça s'est super bien passé. Résultat, aujourd'hui, ils m'ont recruté et ça fait aujourd'hui 4 ans que je travaille pour la représentation de la Commission européenne à Paris en tant que chargée de communication. Donc, depuis 4 ans, mes missions ont pas mal évolué même. Au début, je m'occupais surtout du contenu du site web. Vraiment, j'étais chargée de créer du contenu sur le site web. Aujourd'hui, je vais avoir des missions beaucoup plus variées. Je vais participer à des webinaires comme aujourd'hui, mais je vais aussi organiser des événements. Je vais être en charge de la gestion des événements, de la mise en place d'actions de communication pour différentes pour le siège, mais les adapter au territoire français. Je vais par exemple, la semaine prochaine, je vais aller à Valence pour l'inauguration d'un établissement Europe Direct. Enfin voilà, maintenant je vais faire des missions. Ouais, on m'a donné de plus en plus de responsabilités au secteur et je suis très contente d'y travailler. Merci beaucoup Marion donc, pour cette présentation de ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage donc, sur quel type de postes il existe au sein des institutions et concrètement, est-ce que Alain il a parlé d'un concours, est-ce qu'il faut forcément passer par un concours pour travailler dans les institutions? Voilà.
Alors non, il n'y a pas que un concours. Alors effectivement, il y a différents statuts qui existent pour travailler dans les institutions. Le concours, c'est un petit peu le Graal ultime, puisque c'est un poste de fonctionnaire, donc c'est-à-dire que c'est un poste à vie, hein. C'est un CDI que vous obtenez et vous devenez agent fonctionnaire des institutions européennes. Mais il y a également d'autres types de postes qu'on va dire plutôt contractuels, donc qui seront à durée déterminée et qui sont néanmoins très intéressants et un petit peu plus faciles d'accès et qui sont aussi une bonne manière de commencer aussi à travailler dans les institutions, permettre d'avoir un premier pied dans les institutions, de voir un petit peu le fonctionnement, les différentes opportunités qui peuvent s'offrir. Donc, c'est aussi des opportunités intéressantes. Concrètement, où est-ce que vous pourrez travailler si vous voulez travailler dans les institutions européennes? Donc là, vous verrez là sur le PowerPoint, donc il y a la Commission, le Parlement et le Conseil. Michel vous en parlait tout à l'heure des institutions, mais il y a plein d'autres institutions européennes. Donc j'ai mis les logos de quelques institutions. Donc on a la Cour de justice qui va faire, donc ça va être plutôt pour des gens qui sont juristes ou interprètes. On a la Cour des comptes, le Service européen d'action extérieure. Donc Alain en parlait, ce sont des antennes qui sont un peu partout dans le monde. Donc, c'est un peu comme nos ambassades, comme on a des ambassades un petit peu partout en France et dans le monde. Ben là, ce sont des ambassades, mais européennes, qui sont également basées partout dans le monde, donc qui permettent de travailler n'importe où. Il y a également le comité économique et social, le comité des régions, et il y a également toutes sortes d'agences spécialisées dans certaines politiques européennes. Je pense par exemple à Parme, en Italie. On a une agence pour la sécurité alimentaire. On a on a des agences au Portugal pour tout ce qui est pêche maritime. Enfin voilà, c'est des agences qui travaillent vraiment, qui sont très spécialisées sur des politiques bien particulières européennes, mais qui sont un petit peu partout en Europe également. Donc vraiment, travailler pour les institutions, ça vous ouvre à de nombreuses destinations et aussi des corps de métier très différents. Mais bon, il faut quand même savoir que 80% des emplois sont basés essentiellement quand même entre Luxembourg et Bruxelles. Le reste, dans le monde entier et en Europe, ça reste 20% des métiers. À qui ça s'adresse, ces métiers? Donc, comme vous m'avez posé la question tout à l'heure, à beaucoup de monde, puisqu'il y a de nombreux corps de métiers qui sont requis pour travailler dans les institutions, tout type de profil et domaines d'expertise. Ça va passer donc de l'économiste au traducteur, en passant par l'assistant de direction ou le scientifique. Donc vraiment, c'est très ouvert en fonction de vos centres d'intérêt. Quel type de profil on cherche? Alors, il y a des critères de base. Déjà, il faut être un citoyen européen, donc être citoyen, avoir la nationalité d'un des 27 États membres de l'Union européenne, maîtriser au moins 2 langues officielles de l'Union européenne. Donc, vous maîtrisez déjà une, à minima le français, mais voilà, il en faut une deuxième. L'anglais est, comme je vous le disais, la langue la plus couramment parlée, mais voilà, il y en a plein d'autres. À la Commission européenne, pour l'anecdote, on a 3 langues principales de travail, donc c'est le français, l'anglais et l'allemand. Moi, par exemple, je ne parle pas allemand. J'ai débute cette année l'allemand, donc je suis très débutante, mais voilà, ça ne m'empêche pas d'y travailler, puisque je maîtrise quand même le français et l'anglais. Binta vous le dira, mais je crois que pour les profils plutôt linguistiques, de traducteurs ou d'interprètes, il faut maîtriser un petit peu plus de langues. Au niveau des compétences, il faut des personnes donc, qui sont quand même qualifiées, donc, qui ont un diplôme supérieur, licence ou
ou master, mais on a aussi des personnes qui ont des profils plutôt post-bac sans forcément avoir de licence. Il faut avoir de la motivation à réussir puisque la concurrence est un petit peu plus rude pour travailler dans les institutions européennes puisque on a une concurrence non pas seulement à l'échelle de la France, mais à l'échelle de 27 pays. Donc, il y a encore plus de monde qui est intéressé. Être motivé à apprendre de nouvelles choses puisque, on vous le disait tout à l'heure, on ne va pas rentrer, faire un métier et rester toute sa vie sur le même poste. On est vraiment incité à évoluer et à changer avoir une carrière qui peut changer au fur et à mesure. Ne pas avoir peur de travailler dans un environnement multiculturel. Vous travaillez avec des personnes qui viennent de 27 pays différents, voire plus, donc 27 cultures de travail différentes. Donc, c'est à la fois challengeant, mais en même temps, c'est très stimulant. Et donc, avoir évidemment des compétences en communication, puisque justement, 27 cultures différentes, il faut un petit peu savoir arrondir les angles et s'adapter. Et aussi, enfin, être prêt à pouvoir s'installer potentiellement à Bruxelles ou Luxembourg, puisque c'est quand même là-bas que le gros des emplois se situe. Mais Bruxelles et Luxembourg sont de très, très chouettes villes. Qu'est-ce qu'offre un emploi dans les institutions? Donc, je vais passer très rapidement parce que Alain, je pense, a déjà bien développé, mais c'est vrai que c'est un travail stimulant, international, qui vous permettra de voyager, de voir du pays, de voir l'Europe. Ça, c'est vraiment les avantages de vous spécialiser, enfin de participer concrètement aux politiques européennes, donc à tout ce qui nous touche au quotidien, parce que à peu près 70% des lois en France sont en fait l'adaptation de législation européenne. Donc, tout ce qui vous touche au quotidien, ça vient de l'Union européenne. Donc, travailler pour les institutions, c'est vraiment participer à l'actualité en fait d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment stimulant. Qu'est-ce qu'on offre d'autre pour les aspects plus personnels? Donc, c'est de la formation tout au long de votre vie. Donc, par exemple, moi, je vous disais, je ne parle pas allemand et j'aimerais bien. Et donc, là, à partir de cette année, la Commission européenne va me permettre de me former en allemand, d'apprendre une nouvelle langue. Mais il n'y a pas que les langues, hein, il y a aussi des compétences, moi, plus en communication, puisque je suis chargée de communication, mais il y a des nouveaux outils de communication. Tous les jours, il y a des nouvelles méthodes de communication avec les réseaux sociaux, avec les influenceurs. Donc, ça nécessite un savoir-faire que la Commission européenne nous permet d'apprendre via des formations. Donc, ça, tout au long de la vie, on peut être formé via notre employeur. Il y a aussi l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Donc, on l'a vu là avec la pandémie, maintenant, on est tous amenés à faire du télétravail. Donc, il faut pouvoir adapter les moments où on travaille et les moments où on prend du temps pour nous. Et c'est vrai que c'est pas facile quand notre bureau, c'est aussi notre table à manger, c'est notre salle à manger, c'est aussi mon canapé. Moi, j'habite à Paris, donc évidemment dans un petit appartement, donc tout est un peu au même endroit, mais voilà, l'employeur nous permet de trouver un équilibre et ça, c'est très bien. Il y a aussi toute la protection de sécurité sociale qui est offerte par les institutions européennes, puisque comme on est une organisation internationale, on n'est pas rattaché au système français. Donc, on a tout un système de santé à peu près équivalent au système français, hein, qui protège déjà bien. Mais voilà, c'est des choses à savoir et des avantages à connaître. Concrètement, les sélections, donc comme je vous disais, on peut être soit fonctionnaire, soit agent contractuel. Donc fonctionnaire, donc c'est toute la vie. Agent contractuel, ce sera plutôt à durée déterminée, donc des contrats de 3 ans qui sont renouvelables pour 5 ans en général. Pour ce qui est du concours, très, très concrètement, donc il y en a plusieurs par an, c'est variable. On a des concours qu'ils appellent généralistes et des concours plus spécialisés. Tout se passe sur un site web, c'est epso, epso.eu, donc c'est l'Office du personnel européen. Donc c'est là que vous trouverez toutes les offres d'emploi européennes.
enfin dans les institutions européennes. Donc, quand il y a un concours qui va être publié, il y a un avis de concours qui est indiqué sur ce site web avec des dates pour candidater. Donc, cette candidature se fera en ligne. On va vous poser plein de questions sur les études que vous avez faites. Il va falloir que vous fassiez aussi, répondiez à un petit questionnaire sur vos motivations, vos compétences en langue, vos expériences professionnelles que vous avez faites avant. Et ensuite, une fois que cet enregistrement en ligne a été fait, vous serez convié à faire un test de présélection. Alors, ce test de présélection, c'est quoi? C'est un peu un test, comment dire, vous serez un peu surpris parce qu'en fait, c'est un test de raisonnement mathématique, verbal et abstrait. Donc, en gros, vous aurez un test en ligne à faire avec des QCM, avec des maths. Des calculs à faire, du verbal, donc c'est-à-dire vous aurez des textes à lire et il faudra sélectionner qui analysera votre manière de compréhension dans une autre langue, et de l'abstrait. Alors là, vous aurez des séries de formes et il faudra trouver la logique. Donc ça, c'est un petit peu l'écrémage, je pense, de toutes les candidatures. Et ensuite, une fois que ce test est passé, vous aurez des tests un petit peu plus concrets sur le métier à proprement parler dans le travail dans des institutions. Donc, vous aurez un test sur vos compétences sur le sujet du concours. Donc, si c'est un concours plutôt axé communication, vous aurez un test de compétences en communication. Si c'est un test plus sur, je sais pas, sur les politiques régionales, eh ben, vous aurez plus de questions sur les politiques régionales, européennes. Voilà, donc là, ce sera plus concret. On analysera aussi votre capacité à travailler en groupe. Donc, vous aurez des tests avec d'autres candidats et vous serez noté sur votre capacité à travailler en équipe. Et ensuite, vous aurez des entretiens de motivation, de langue, avec un jury. Et une fois que vous avez passé tout ça, alors déjà félicitations parce que c'est une belle prouesse, mais voilà, c'est super. Et là, vous aurez un passeport de compétences, on appelle ça. Donc, ça veut dire que vous serez éligible pour travailler en tant que fonctionnaire dans les institutions européennes. Mais alors, ça ne veut pas dire que vous aurez un emploi à la clé. Ça veut dire qu'en fait, vous serez dans une base de données et on pourra vous choisir. Vous pourrez être choisi si votre profil correspond à ce que souhaite l'institution qui cherche un nouveau fonctionnaire. Ils pourront vous choisir dans cette liste et vous faire passer un petit entretien pour voir si votre profil correspond et ensuite vous proposer un emploi. Donc ce passeport, il est valable 1 an, c'est prolongeable jusqu'à 2 ou 3 ans. Mais donc vous aurez donc 3 ans ensuite pour pouvoir trouver un emploi. Donc en fait, passer le concours ne veut pas forcément dire que vous aurez tout de suite un emploi. Au final, on finit toujours par trouver, mais voilà. Il faut savoir que c'est une procédure qui est assez longue, qui est assez difficile parce que très concurrentielle pour peu de postes offerts, mais pas impossible. Hein. Mais c'est vrai que la moyenne d'âge des personnes qui ont ce concours, c'est en général plutôt une 30aine d'années. Beaucoup de gens qui tentent, qui ne réussissent pas du premier coup. Alain le disait, il n'a pas eu du premier coup. C'est pas le seul, il y en a beaucoup qui n'ont pas du premier coup. Ça ne veut rien dire que vous êtes mauvais ou quoi que ce soit. C'est juste que la concurrence est assez rude. Mais le concours, ce n'est pas le seul moyen de travailler dans les institutions. Alors, je ne sais pas où on en est là dans le slide. Là, je pense que tu peux passer un petit peu, Francesca, dans la présentation. On a également les agents contractuels. Ah oui, si, c'est bon, on est dessus. Pardon, je ne voyais pas tout. On a les agents contractuels. Donc ça, c'est mon poste. Moi, je suis agent contractuel. Hein, je ne suis pas fonctionnaire. On a également les agents temporaires, les intérimaires, des indépendants. Par exemple, à Paris, nous, on a 2 indépendants qui travaillent auprès de la représentation. Ce sont des spécialistes. On a un spécialiste des réseaux sociaux, donc un community manager qui... comme c'est un type de métier qui est un petit peu particulier, on passe par un indépendant. Donc, c'est quelqu'un qui est auto-entrepreneur et qui preste des services pour nous pour être community manager. On a également un graphiste pour faire tout ce qui est visuel de communication qui est en indépendant chez nous. Il y a également les experts nationaux détachés. Donc, ça, c'est une procédure un petit peu particulière. C'est pour les gens qui sont déjà fonctionnaires français et qui peuvent faire des mobilités dans les institutions européennes. Et on a évidemment les stagiaires
qui sont également très importants dans nos équipes. Nous, on a des stagiaires tout au long de l'année à la représentation, que ce soit des stagiaires Blue Book que vous présentera Benjamin, mais aussi les stagiaires atypiques pour des stages un petit peu plus courts, comme celui que moi j'avais fait il y a 4 ans et demi, 5 ans. Pour être agent contractuel, c'est un petit peu plus facile que le concours. Ça, si ça peut vous rassurer. Là, cette fois-ci, ça passe sous un système qu'on appelle de CAST. Et donc là, alors CAST, C-A-S-T. Et donc là, donc vous avez des avis de poste qui sont permanents en fonction des besoins des institutions. Donc, vous voyez là la liste, ça sera des tâches de secrétariat, de personnel éducatif, d'administration, de ressources humaines, de finances, de gestion de projet, de communication, de droit, d'informatique, de traduction, de psychopédagogue. Donc, ça, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'imagine que c'est un besoin qu'il y a dans les institutions. Donc ça, c'est des postes, enfin, c'est ouvert toute l'année. Vous pouvez candidater. Donc, pareil que pour les fonctionnaires, vous allez sur epso.eu. Donc, c'est le site pour les emplois des agents des institutions européennes. Et vous faites pareil, une candidature en ligne. Vous développez tout votre profil en ligne en fonction du poste qui vous intéresse. Et là, vous vous retrouvez sur une base de données où, pareil, les institutions peuvent piocher dedans. Et si votre profil les intéresse, eh ben, ils vont vous sélectionner et là, vous devrez passer un petit test sur ordinateur. Le même, là, celui avec des maths, de la compréhension orale et de la logique. Alors, moi, c'est un petit travail, ça se prépare parce que moi, je n'ai pas de facilité en maths, par exemple, et donc j'ai dû réapprendre tous mes cours, reprendre tous mes cours de maths pour pouvoir être prête pour ce petit test. Mais ça se passe très bien, on y arrive, et passer l'entretien après avec un jury et ensuite être recruté pour un poste donc de 3 ans qui est renouvelable ensuite. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Non, en fait, c'est à peu près tout pour les postes de contractuels. Et ensuite, je voulais passer au stage. Donc, il y a 2 types de stages. Donc, les stages atypiques, qui sont des stages donc, non rémunérés de 2 mois. Nous, on accueille des stagiaires tout au long de l'année dans nos équipes à Paris comme à Marseille. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par Francesca et Michael pour qu'ils puissent nous faire transmettre vos CV et lettres de motivation. Et il y a aussi les stages qui, eux, sont rémunérés et qui durent 5 mois et qu'on appelle les stages livre bleu. Mais je vais laisser la parole à Benjamin pour vous les présenter puisque lui-même est en train de faire son stage. Donc, je pense qu'il aura beaucoup de choses à vous dire. Merci beaucoup, Marion. Alors oui, on passe la parole à Benjamin. On les rappelle, il est actuellement étudiant en Master 2 études européennes et il fait son stage à la Commission européenne. Donc, Benjamin, comment est-ce que tu es arrivé à Bruxelles? Comment est-ce que tu as fait? Oui, donc bonjour à toutes et tous. Je voulais vous souhaiter quand même pour commencer une bonne semaine des langues et un bon joli mois de l'Europe. Et merci au Centre Europe Direct de Nîmes d'organiser ce bel événement. Alors, comment j'y suis arrivé? Difficilement. Donc oui, je suis stagiaire à la Commission européenne, donc je suis à Bruxelles. Il y a ce programme de stage qu'on appelle le Livre bleu. Bon, voilà, c'est son petit nom. Il y a 2 campagnes de stage dans l'année, voilà, donc 2 fois 5 mois. Et lors de chaque campagne, à peu près entre 500 et 600 stagiaires sont accueillis à la Commission européenne. Donc, c'est un processus qui est aussi assez long, je dois dire. Il y a une plateforme également en ligne qui centralise toutes les candidatures, un peu classique, hein, où vous indiquez vos compétences, vos études, vos expériences professionnelles, vos expériences associatives. Et puis, vous espérez ensuite que votre profil va retenir l'attention des personnes en charge du recrutement à Bruxelles. Alors, j'ai eu de la chance. Moi, mon profil a retenu l'attention des recruteurs, des stagiaires à Bruxelles. Et suite à ça, il y a aussi donc une phase justificative
qui là encore est éliminatoire. La commission s'attache à vraiment vérifier les informations que déclarent les candidats stagiaires, c'est-à-dire que si vous dites que vous êtes un parfait bilingue en espagnol, vous devez être en mesure de prouver que vous êtes un parfait bilingue en espagnol. Et pas la peine de demander à votre professeur de vous écrire une petite lettre pour dire que vous êtes bilingue en espagnol, ça ne fonctionnera pas. Il faudra passer des certifications. Enfin, voilà, c'est un parcours assez classique, mais qui prend quand même plusieurs mois, je dirais autant de temps presque que le stage. Hein. Je pense que ça prend 4-5 mois pour y parvenir, pour rentrer à la commission. Et puis après, on a le droit d'y rester 4-5 mois. Voilà, donc moi j'ai le droit d'y rester 4-5 mois. Je suis au milieu de mon stage. Je suis à ce qu'on appelle une direction générale. Bon, pour parler grossièrement, ça correspondrait à un ministère. Voilà. Donc moi, c'est la direction générale pour la politique régionale et urbaine. Donc, pour faire très simple, hein, on s'occupe d'administrer des fonds européens. Des fonds, des fonds qui sont vraiment dédiés aux régions, à toutes les régions de l'Union européenne, pour leur développement économique et social. Toutes les régions de l'Union européenne bénéficient de fonds européens. Moi, je travaille dans ce domaine. C'est passionnant. C'est passionnant parce que on est aussi au contact de régions diverses, très différentes, je dirais, parce que aujourd'hui, je peux être par exemple en contact avec une région allemande qui se porte très bien, je pense, je ne sais pas, la Bavière, et puis demain, je peux être avec une région bulgare un petit peu plus reculée, qui ne va pas avoir du tout les mêmes problématiques. Donc voilà, le but de cette politique régionale, c'est de favoriser un développement économique et social harmonieux. Donc, il s'agit de laisser personne de côté et puis de financer concrètement des projets dans les régions et qui correspondent à ce dont la région a besoin. Il ne s'agit pas d'identifier à Bruxelles ce dont les autres ont besoin. Non, c'est quelque chose qui se fait vraiment en partenariat. J'en dirai pas beaucoup là-dessus, c'est un petit peu complexe hein, comme architecture, mais ça se fait vraiment en partenariat entre une région, l'État membre, le pays de l'Union européenne et la Commission européenne. Tout ceci se fait vraiment en partenariat. Donc voilà, moi, ce sont les sujets sur lesquels je travaille. Et pour être un tout petit peu plus précis, là, ces 5 mois, je les passe à aider les derniers États membres de l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne qui sont les derniers entrés dans notre belle famille européenne et qui ont en fait le plus de mal à, comme on peut dire un peu dans le jargon européen, à absorber les fonds, c'est-à-dire qu'on subventionne, on donne des fonds, mais certains États membres ont encore un petit peu de mal à utiliser cet argent au profit de projets concrets dans leur région. Donc, on essaie de comprendre pourquoi et de corriger un petit peu le tir. Voilà ce que je peux faire actuellement. Et donc, Marion a très bien dessiné la montagne qui se dresse devant un stagiaire comme moi. C'est assez compliqué de rester, mais pas impossible. Moi, je viens de passer un concours dont on n'a pas parlé, mais qui est assez récent, qui s'appelle le programme des jeunes professionnels, donc qui offre la possibilité aussi, je pense que ça a le mérite d'être souligné, qui offre la possibilité de rester 2 ans. C'est un contrat de 2 ans qui s'adresse à en général des jeunes puisqu'il s'agit en fait de personnes qui ont moins de 3 ans d'expérience dans les institutions européennes. Il s'agit de leur donner la possibilité de passer un concours en version un petit peu allégée comparé à ce qui a été décrit avant. Bon, ça reste un petit peu compliqué, l'idée reste la même, il y a du raisonnement verbal, ce sont des questionnaires à choix multiples avec du raisonnement aussi numérique. Bon, moi, je viens de le savoir aujourd'hui, je l'ai raté, c'est pas grave, c'est pour la prochaine, ce n'est pas grave du tout, parce que j'espère que vous aurez compris aujourd'hui qu'il n'y a pas que les institutions, il n'y a pas que la Commission et que les institutions de toute façon pour travailler pour l'Europe. Donc, je m'en fais pas, je ferai autre chose. Voilà.
Merci beaucoup, Benjamin. Et j'ai lu une question de la part du lycée Hemingway. Donc, pourquoi est-ce que tu penses que ta candidature a été retenue? Et aussi, j'aimerais élargir au fait, est-ce que les masters en études européennes, c'était les seuls prérequis pour faire ces stages ou est-ce qu'il y a d'autres parcours possibles? Alors, pourquoi je pense que j'ai décroché le stage plus qu'un autre, brièvement, moi, mon parcours, j'ai commencé, après le baccalauréat, j'ai commencé par faire du droit. Puis j'ai arrêté au bout de 2 ans, en deuxième année. Bon, j'ai abandonné, voilà, ce cursus. Et puis, bon, j'ai commencé des petits boulots. Rapidement, je me suis rendu compte qu'il allait falloir rebondir et faire autre chose. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un service volontaire européen. Là, n'hésitez pas à vous rapprocher du Centre Europe Direct. Là, vraiment, ils sont là pour vous aider. Un service volontaire européen, voilà, qui est un programme qui permet à des jeunes de 18 à 30 ans de partir dans un autre pays de l'Union européenne pour faire du volontariat. Alors, moi, je suis allé en Espagne pour donner des cours de français et d'anglais à des collégiens et lycéens. Ce qui était super, ça a vraiment éveillé ma conscience européenne. Je me suis rendu compte aussi que j'étais doué pour les langues. Je le savais déjà au lycée, mais c'était vraiment la confirmation. Donc ensuite, je me suis dirigé vers des études de langues étrangères appliquées, donc anglais, espagnol et portugais. Ça m'a bien plu, ça m'a permis de repartir. Donc j'ai fait un Erasmus pendant mes études à Lisbonne, au Portugal. Alors là, j'ai pu développer et vraiment perfectionner mon portugais. J'ai pu faire aussi un stage en Angleterre, au British Museum. Donc voilà, j'ai bien consolidé mes langues. Et suite à ça, j'ai fait une petite pause d'1 an et demi où je viens de la région du Champagne, je viens de Reims. J'ai travaillé 1 an et demi dans le domaine du tourisme et de l'œnotourisme, du tourisme du vin. Rien à voir, mais au moins je parlais les langues. Donc je restais au moins en contact des langues. Et puis, suite à ça, j'ai fait le master d'études européennes. Oui, définitivement, c'est un atout pour le stage parce que, oui, comprendre comment fonctionne globalement l'Union européenne, oui, c'est définitivement un atout pour y travailler. Mais je tiens à dire que ce n'est pas du tout obligatoire. Moi, j'ai des collègues stagiaires qui ne savaient presque rien, je pense, de l'Union européenne avant de faire leur stage. Je pense à un collègue espagnol qui a fait des études d'architecture. Voilà, ça l'a ensuite amené à travailler dans le domaine de l'urbanisme à Madrid. Et puis, l'urbanisme l'a amené vers la politique régionale et urbaine. Et puis, il a décroché le stage également. Mais en effet, il y a quand même un socle de compétences, je pense, minimal en langue. Donc, anglais obligatoire, une deuxième langue avec un bon niveau obligatoire ou quasi obligatoire, je dirais. Et puis, ne pas hésiter à multiplier les stages et à se forger un parcours un petit peu international, un peu européen, ne pas hésiter à partir en volontariat, en études, en formation en Europe. Je pense que c'est une donnée très importante. Voilà. Je me permets de reprendre la parole vite fait, Francesca, parce que je vois l'heure qui tourne et je suppose que les lycéens, ils sont leur cours aussi à 14 heures. Oui. Pour laisser le temps aux langues. D'aller passer. Voilà. Oui. Parce que notamment, on vient de voir que les langues sont importantes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec les langues? Déjà, on a vu que c'est presque un prérequis, je dirais, pour un travail dans les institutions européennes. Donc, Binta, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec les langues? Bien, je vais essayer de voir ce que je peux expliquer en 5 minutes. J'avais préparé une présentation, mais là, ça ne va pas être possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Est-ce que j'ai quand même le temps de montrer ma présentation ou pas? Non. Si. Absolument, c'était prévu. Donc, je vais la partager avec vous. Voici. Donc, ce qu'on peut faire, je vais passer directement, en fait, je vous avais préparé une petite présentation historique, mais bon,
je vais passer directement à la présentation des services de traduction de la Commission européenne. En insistant sur le fait qu'il y a donc une différence entre l'interprétation qui est orale et la traduction qui est écrite. Donc, quand vous avez fait des études de langue, vous pouvez déjà être interprète ou traducteur. Je vous avais présenté une présentation du service de traduction de la Commission qui regroupe à peu près 2000 personnes. Il s'agit donc de la traduction, l'interprétation étant un service à part, qui est organisé en départements linguistiques. Je comptais vous expliquer donc que les outils avaient fortement évolué et que nous travaillons maintenant avec des outils informatiques. Voici le programme que nous utilisons, qui découpe les textes en segments et qui les retrouve dans une mémoire centrale. Tout est donc informatisé. Nous avons aussi pour nos recherches non plus des dictionnaires, nous en avons encore quelques-uns, mais en général nous utilisons des bases de données comme celle-ci qui est disponible publiquement, qui s'appelle IATE, que vous pouvez consulter, qui est accessible à tout le monde, au public. Nous utilisons beaucoup la traduction automatique avec un outil développé en interne qui est donc très fiable et naturellement une relecture est toujours nécessaire parce que des erreurs sont toujours possibles. Donc, quand vous entrez dans les institutions en tant que traducteur, comme ça a déjà été évoqué, ou interprète, vous avez la possibilité de vous former tout au long de votre carrière, d'étudier de nouvelles langues. Moi, par exemple, à la commission, j'ai acquis, en plus des langues que j'avais déjà, 2 langues supplémentaires, même 3. Nous avons des possibilités d'échange avec d'autres institutions européennes ou internationales. C'est donc une formation, on va dire, tout au long de notre carrière. Alors, dans les langues, un petit peu moins que dans les autres métiers, mais il y a aussi des possibilités de changer de métier, comme par exemple dans mon cas, de devenir par exemple antenniste, représentante de la DGT dans un État membre. Vous pouvez aussi passer à la terminologie, vous spécialiser dans la terminologie. Dans nos unités, nous avons des terminologues qui ne font que ça, qui font donc des recherches sur les termes et établissent des fiches qui vont alimenter la base de données IATE que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez aussi vous spécialiser dans l'industrie des langues, dans justement le développement de moteurs de traduction. Il y a donc pas mal de choses que vous pouvez faire. Alors, comment travailler pour la DGT, donc la Direction Générale de la Traduction? Les collègues ont déjà évoqué les différentes formes de contrats, ce sont les mêmes. Donc, tout cela, vous aurez la présentation, donc vous pourrez aller consulter les liens. Tout ça a déjà été évoqué par les collègues. Pour les combinaisons qui sont idéales pour entrer à l'Union européenne, il est bon donc d'avoir… Alors, il y a 2 combinaisons idéales. Soit vous avez la langue du concours, mettons qu'il s'agisse que la langue principale soit le hongrois, par exemple, parce qu'on recherche quelqu'un pour la Hongrie. Et ensuite, les 2 autres langues sont le français, l'allemand ou l'anglais. Donc, vous avez les grandes langues procédurales et en plus de la langue du concours. Soit vous avez la langue du concours, et vous avez une langue qui est l'anglais, le français ou l'anglais, donc une grande langue, une langue procédurale, et vous avez une 3e langue qui est une langue autre, une langue rare, on va dire. C'est assez recherché. Quand vous suivrez ces liens, vous verrez quelles sont en fait les autres compétences qui sont demandées des traducteurs, notamment savoir travailler en équipe, savoir être autonome sur le plan informatique et tout ça. Donc, vous trouverez des renseignements. Les agents temporaires, je n'y reviens pas, les agents temporaires sont là pour remplacer des fonctionnaires momentanément absents. Pour devenir freelance,
vous pouvez vous renseigner sur les agences de traduction qui ont remporté les contrats d'appel d'offres, parce que pour les traductions faites en externe, la commission organise tous les 4 ans des appels d'offres qui sont en général remportés par des agences vu les volumes, mais sur ce site, vous pouvez trouver le nom des agences qui ont remporté les appels d'offres et leur proposer vos services. Le stage livre bleu, c'est chez nous comme dans les autres DG, un stage de 5 mois. Je vous ai quand même mis le lien où vous trouverez toutes les informations à ce sujet. Voici les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez suivre notre travail. Et que faire d'autre avec les langues? Je me suis focalisée sur le métier de traducteur, mais voici toute une série de métiers pour lesquels les langues sont indispensables et la liste n'est pas exhaustive. En fait, dans le monde d'aujourd'hui, il devient pratiquement impossible de travailler si on n'a pas 1, 2, voire plus de langues étrangères. Vous voyez, tous ces métiers-là nécessitent des connaissances linguistiques et donc si vous étudiez des langues, les débouchés qu'elles vous offrent sont vraiment extrêmement larges et passionnants. Comment apprendre des langues? Une précision importante, ensuite j'en termine. Pour vous présenter à un concours de traducteurs, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir fait des études, d'avoir un diplôme de traducteur. Donc, pour devenir traducteur, la voie, on va dire classique, la voie royale, c'est de faire une école de traduction. En France, nous en avons 2 grandes, l'ESIT, l'École supérieure d'interprètes et de traducteurs, et l'ESIT qui est son pendant privé. Elles sont très cotées. Si vous les faites, vous êtes pratiquement sûr de trouver du travail comme traducteur. Mais il y a également des masters spécialisés dans un certain nombre d'universités. D'ailleurs, la Commission européenne attribue là aussi tous les 4 ans un label EMT, c'est-à-dire European Masters of Translation, un master spécialisé dans les questions européennes à un certain nombre d'universités. Vous trouverez dans la présentation, c'est en note, mais on ne le voit pas, là, le lien vers ce réseau où vous pourrez trouver les universités qui ont ce master européen, qui prépare plus spécifiquement à la traduction européenne, au niveau européen. Donc ça, c'est une chose, mais vous pouvez aussi tout simplement faire des études de langue, une licence, une maîtrise de langue. D'autres études, par exemple, si vous avez fait des études, mettons d'autres études en Angleterre, c'est aussi un bon tremplin pour devenir traducteur. Les séjours linguistiques, les études par correspondance, les cours du soir, les professeurs privés, tout est bon pour apprendre une langue. Et on ne vous demandera pas d'avoir un diplôme de traducteur. Vous pouvez tout à fait vous présenter à un concours de traducteur en ayant fait, par exemple, des études de journalisme. Mais il faudra que vous puissiez prouver que vous disposez des connaissances linguistiques nécessaires. Donc ça, c'est important. Et important à savoir aussi, aucune expérience professionnelle n'est demandée. Pour présenter un concours ou pour candidater comme contractuel ou comme stagiaire livre bleu, il suffit d'avoir un diplôme universitaire de 3 ans au moins, donc au moins la licence, et c'est bon. Vous n'avez pas besoin d'une expérience professionnelle, donc ça c'est aussi important à savoir. Voilà. Je suis désolée d'avoir dû me dépêcher, mais il n'y avait plus de temps. Merci beaucoup, Madame Sadji. Et en tout cas, la présentation sera transférée à tous les participants. Donc, comme ça, aussi pour avoir tous les liens après de chez vous. Et juste avant de laisser la parole à Michel, je rappelle que nous, à la Maison de l'Europe, en tant qu'organisme d'envoi et d'accueil, vous pouvez nous contacter pour avoir plus de renseignements sur les possibilités des mobilités, parce qu'on a vu qu'elles sont quand même un atout à la fois personnel et professionnel. Et donc, il y a des stages qui s'organisent, des stages professionnels dans d'autres pays de l'Union européenne. On peut partir en tant que volontaire. Donc, voilà. Si cela vous intéresse, le 8 juin, on organise une réunion d'information. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email si cela vous intéresse. Et je vous dis merci beaucoup et je passe la parole à Michael. Merci. Binta, ce n'est surtout pas à vous de vous excuser. C'est plutôt à nous de nous excuser. Non,
C'est toujours un exercice très, très délicat de gérer le temps devant un écran parce qu'on ne voit pas en fait tout le monde en même temps. Binta, moi, je trouvais ça super, ta présentation à la fin. Sur les formations, je m'interrogeais tout de suite. Toi, tu es professionnelle, tu es traductrice, si j'ai bien compris. Quel est ton conseil pour ces jeunes? Est-ce que parmi toutes ces formations que tu as présentées dans ton slide, il y a peut-être un moyen où toi, tu te dis, c'est comme ça qu'il faut apprendre une langue? Disons que je reste quand même, parce que je suis de la vieille école, j'ai fait des études littéraires, j'ai fait une licence d'allemand, j'ai fait les IT, etc. Je reste convaincue quand même qu'il faut une formation linguistique sérieuse pour devenir traducteur. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Hein. Beaucoup de traducteurs ont fait un double cursus parce que la maîtrise d'une langue, ça ne s'improvise pas. Même si on fait d'autres études, je conseille très fortement de faire, même si c'est en cours du soir, par exemple l'ISIT, donc l'Institut, enfin vous trouvez le nom en extension complet, propose des cours du soir. On peut se former à la traduction en cours du soir. Il y a beaucoup le CNED propose aussi des formations linguistiques à distance, etc. Je pense qu'une solide formation linguistique, c'est quand même important, même si vous pouvez tout à fait être médecin et vous présenter à un concours de traducteurs parce que la commission est aussi, et les autres institutions aussi, je suppose, friandes de traducteurs qui ont des connaissances spécialisées. Donc, vous avez toutes vos chances si vous avez fait des études scientifiques, c'est très bien, mais veillez quand même à acquérir les langues dans des bonnes conditions. Alors, ça peut se faire par des séjours prolongés, mais je crois toujours appuyé quand même par des cours sérieux. Et là, l'éventail est assez large, l'école de traduction, l'université, les cours du soir, les cours par correspondance, mais il faut étudier sérieusement la langue pour pouvoir traduire. Très bien. Et vous parlez combien de langues alors? Alors moi, je suis bilingue à la naissance, puisque, alors là, c'est ce que je voulais dire aussi aux étudiants, je suis un exemple parfait de ce que l'Europe permet, puisque je suis en fait de nationalité allemande. Je suis née en Allemagne, j'ai toujours vécu en France, donc je suis bilingue. J'ai gardé ma nationalité allemande parce qu'à l'époque, il aurait fallu l'abandonner, enfin voilà, c'était comme ça. J'ai aussi une nationalité sénégalaise, mais qui en l'occurrence ne joue pas à l'Union européenne. Et donc, vous voyez, quelle que soit votre nationalité et vos origines, vous pouvez travailler n'importe où. J'ai toujours travaillé en France sans problème, grâce à ma nationalité allemande, ça c'est très important. Donc, si demain vous décidez d'aller travailler en Hongrie, en Slovénie, vous pouvez. Ça c'est formidable. Et l'Union européenne ne fait aucune discrimination par rapport à la nationalité. Du moment où vous avez les compétences, c'est bon. Et donc, les langues, j'en ai eu donc le français, l'allemand, par ma famille. Et puis ensuite, au lycée, j'ai appris l'italien. J'ai ensuite intégré, puisque j'ai longtemps travaillé aux Nations Unies, j'ai appris l'espagnol pour les Nations Unies. J'ai travaillé pour les Nations Unies aux Pays-Bas, c'était à La Haye, donc du coup, j'ai appris aussi le néerlandais. Et la commission m'a permis d'apprendre l'arabe, vous voyez. Donc, en cours interne, parce que ça l'intéresse d'avoir des fonctionnaires qui connaissent aussi d'autres langues importantes. Donc, depuis quelques années, si vous êtes à la commission, vous pouvez apprendre le chinois, le russe et l'arabe. Bon, c'est le travail de toute une vie, c'est vraiment juste des rudiments comme ça, mais bon, j'ai une petite base. Donc, là, ce que vous pouvez faire avec les langues, c'est littéralement infini. J'ai aussi fait un cours de formation à l'interprétation de conférences et tout ça. Donc, je crois que vraiment, si vous vous engagez dans que vous soyez spécialiste des langues, donc traducteur, interprète ou pas, ou que vous travaillez dans un autre domaine, les langues sont indispensables et c'est vraiment une grande source de satisfaction et d'enrichissement. Bon, bah, c'est parfait. Alors, si j'ai la lourde tâche maintenant de résumer ou de conclure tout ça, moi, je dirais à travers vos présentations, Benjamin, Marion, Binta, peut-être savoir-faire. Bien sûr, il faut une solide savoir-faire, c'est-à-dire des connaissances techniques, il faut un bon diplôme. Faites ça. Après, il faut des savoir-être. Il faut être ouvert d'esprit. On a entendu ça plusieurs fois.
Marion nous a beaucoup parlé de la communication. C'est très, très important, ça. Savoir être autonome, se présenter, etc. Et là-dedans, et moi je le sortirais presque, je dirais, c'est la troisième compétence, les langues. Ça, c'est revenu plusieurs fois aussi. Apprenez les langues. Les langues, c'est un bonheur. Bien sûr, ça peut être pénible d'apprendre le vocabulaire, mais c'est un bonheur d'apprendre une langue. Moi, je me rappelle en 2000, quand je suis arrivé en France, j'ai parlé quelques mots français, mais c'est toute une culture, tout un monde qui s'ouvre derrière. C'est des nouvelles amitiés, etc. Donc, c'est aussi beaucoup, beaucoup de bonheur. Il n'y a plus de questions dans le chat. On n'a pas pu poser toutes les questions que vous nous avez fait remonter avant, mais je pense quand même les intervenants ont répondu parce qu'on a transmis vos questions aussi en amont. Donc, merci beaucoup à Marion pour cette présentation. Comment y entrer sur ton parcours, c'est vraiment très, très pertinent. Benjamin, je te souhaite beaucoup de chance pour la suite, pour que tu restes dans cette grande famille européenne. Merci beaucoup pour ton témoignage et peut-être on se retrouvera d'ici ou ailleurs, quelque part. Et Binta, merci aussi beaucoup pour cette présentation sur ton service, sur les langues, sur tes conseils aussi, comment apprendre une langue. Je pense que c'est formidable. Et un grand merci encore à Alain qui a dû malheureusement nous quitter un peu avant. Je vois Voilà. qu'il y a une petite question de... Enfin, il y a Estelle qui a Il y a Estelle qui lève la main. Oui, bonjour, désolée de vous déranger. En fait, j'ai une question un peu spécifique parce que je suis étudiante, je suis actuellement, je suis en train de valider mon master 1 en économie du développement à Clermont-Ferrand et je vais entrer en master 2. Et ma question est un peu spécifique parce qu'en fait, là, je fais un stage au conseil départemental au service Europe en allié et j'aimerais plus tard me spécifier dans les institutions européennes, mais j'aimerais aussi garder l'aspect développement international. Parce que ma formation, elle va permettre de travailler par exemple avec l'AFD, avec la Banque mondiale ou encore l'ONU. Et en fait, j'aimerais savoir s'il est possible, par exemple, de travailler avec DEFCO et d'être basé dans des pays en développement, par exemple. Je ne sais pas à qui je pourrais poser la question. Je pensais que ça serait Monsieur Dumort, mais vu qu'il est parti. Ouais. Alors oui, il y a plusieurs directions générales qui sont spécialisées dans l'aide aux États tiers. Donc, vous parlez de DEFCO, il y a ECHO, enfin, il y a plusieurs directions générales qui font ce travail et qui sont également basées dans les États dans lesquels elles interviennent. Donc, elles sont basées via les délégations et c'est tout à fait un travail qui est possible. Ils sont ces directions générales sont basées à Bruxelles et ont des antennes dans les États dans lesquels elles interviennent, tout à fait. D'accord. Et il faut passer le concours aussi? Alors oui, il y a le concours, effectivement. Il y a aussi pas mal de postes en contractuel, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, via des castes pour des postes temporaires. Et c'est des directions générales qui sont assez demandeuses de personnel. Pas forcément sur le terrain dans les États tiers, mais aussi beaucoup à Bruxelles. Je vous ai envoyé un lien, je ne sais pas si vous l'avez reçu dans le Oui, chat. oui. Après, je connais basiquement le concours, etc. Mais, voilà. Mais oui, il y a des postes et pas forcément que le concours. Ça peut aussi être sur des postes temporaires. D'accord. Oui, parce qu'après, dans les États, dans les pays en développement, les postes sont assez restreints, on va dire. Oui. D'accord. Voilà. Et parce qu'après, je sais qu'il y a un partenariat en fait avec l'ENA et l'Université Clermont-Auvergne pour préparer le concours de fonctionnaire européen. Et du coup, j'hésitais l'année prochaine à m'inscrire à cette préparation pour préparer le concours. Mais en même temps, comme ça demande énormément de temps pour préparer ce concours-là, j'ai peur aussi de… Une seconde, Estelle, on va juste saluer les lycées Camus qui doivent, Oui, pardon, excusez-moi. ils doivent entrer dans un autre cours. Merci de votre participation, merci de vos questions. Je vois les mains qui agitent, donc c'était plutôt bien. Je transmets ça à nos intervenants. Merci. Et à bientôt à vous, à Camus. Oui, excusez-moi, Estelle. Et moi, je propose même, Estelle, si on n'a pas le temps maintenant de répondre à toutes vos questions, envoyez-nous juste un mail. Je vais bien le transmettre aussi à Alain. On essaiera de vous trouver les bonnes réponses avec Marion aussi. Peut-être ça serait plus simple. Vous avez notre adresse mail, Estelle?
Non, mais après, j'ai eu le lien du webinaire avec votre homologue de Europe Direct Allié, donc je pourrais lui demander votre mail. Oui, voilà, avec Anne-Gaëlle. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, faites ça, comme ça, on va transmettre les questions, on essaiera de vous épauler, de vous accompagner, de trouver la bonne réponse. OK? Très bien, merci beaucoup. Un grand merci à tout le monde et puis bonne journée encore. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.